Pendant ce temps, Vladimir Poutine continue sa montée en gamme militaire en termes de matériel, en termes d'hommes, en termes de ton aussi, n'est-ce pas, Amal, puisque c'est une grande journée de démonstration militariste. Oui, à la veille du 2e anniversaire de l'offensive russe contre l'Ukraine, la Russie est en fête. Elle célèbre la journée des défenseurs de la patrie. Un feu d'artifice a même été tiré à Moscou pour mettre à l'honneur le patriotisme. Sergueï Shoïgu a prononcé un discours de félicitations lors d'un concert en l'honneur de cette journée. Vladimir Poutine, lui, un peu plus tôt, a célébré cette journée. Il était à l'honneur. Il a déposé des gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. C'était dans le jardin Alexandre. Il a ensuite rendu hommage à son armée qui se bat contre l'Ukraine. Écoutez-le. Les soldats et les officiers russes perpétuent dignement les glorieuses traditions militaires. Les participants à l'opération militaire spéciale sont aujourd'hui au premier plan. Vous vous battez pour la vérité et la justice. Vous faites preuve de courage et de bravoure en défendant la Russie. Vous êtes nos véritables héros populaires. Nous sommes fiers de vous. Nous admirons votre courage. Nous honorons vos exploits. Nous savons que c'est difficile pour vous et nous ferons tout notre possible pour que vous puissiez mener à bien les tâches qui vous ont été confiées. Nous vous remercions d'avoir vaillamment accompli votre devoir militaire et d'avoir servi la patrie avec honnêteté et désintéressement. Le chef du Kremlin qui se met surtout en avant lors de cette journée, s'est aussi félicité de la modernisation de son armée. Écoutez. Aujourd'hui, la part des armes et équipements modernes dans les forces nucléaires stratégiques a déjà atteint 95%. Et la composante navale de la triade nucléaire est proche de 100%. La production en série des nouveaux missiles hypersoniques Zircon a commencé. Les essais d'autres systèmes de frappe sont en cours d'achèvement. En décembre dernier, de nouveaux sous-marins stratégiques ont rejoint la marine. L'autre jour, à Kazan, 4 porte-missiles Tupolev 160M ont été remis aux forces armées. Merci beaucoup. Si on se résume, en réalité, ce qui marche à la guerre, parce que depuis des mois maintenant, on dit il n'osera pas, etc. Il ose toujours plus. Il se prépare à quoi, sinon à une guerre générale? Bah oui, je pense que Poutine était très clair dès le début dans ses intentions, ce qu'il veut faire. Et si on le laisse pas faire ce qu'il veut faire, bah dans ce cas-là, c'est une sorte de, c'est juste une prélude pour la guerre mondiale finalement. Pour moi, je pense que c'est une analogie qu'on vient de faire là avec le 34, avec le 2014. Elle est très juste. C'est terrible, mais c'est juste. Et Poutine, il a dit qu'il est en guerre contre l'Occident sur le territoire ukrainien, que c'est pour lui une guerre de proxy, c'est ce qu'il dit. Si c'est une guerre de proxy, alors il peut se permettre de, soi-disant, protéger ses propres intérêts. Et c'est comme ça qu'il manie ça. Après, il y a les questions de pouvoir, parce que pour lui, rester au pouvoir, ça veut dire de ne pas perdre dans cette guerre qu'il vient de commencer, il y a 10 ans. Alors, effectivement, c'est une vraie confrontation, en même temps, sur le plan, on peut dire, de son régime et de son avenir de ce régime-là, mais aussi sur le plan plus global, parce que c'est les démocraties contre la montée des pays autoritaires et aussi leur poids sur la scène internationale. Est-ce qu'il a avec lui une partie de son peuple? Regardez des images, parce que ça c'est le côté campagne militaire, si on veut, de la journée militariste. Il y a depuis quelques jours et heures un certain nombre de scènes il est en campagne, voilà, alors là il serre des mains en Tchouvachi. Est-ce que vous êtes allé en Tchouvachi Non. Vous ne connaissez pas la Tchouvachi, je suis très déçu. Est-ce que vous êtes allé en Tchouvachi? Non, mais je sais que Anne Nivaï est... Anne Nivaï est allée partout, évidemment. Oui, non, ce que je veux dire, ce qui me frappe là, c'est le contraste entre cette prise d'armes solennelle à des centaines de kilomètres du front, parce qu'il n'a jamais été au front, il parle de valeurs, etc., guerrières, du courage, alors qu'il n'en a absolument aucun. Et puis, l'interview qu'a fait Zelensky dans un champ de ruines à la chaîne américaine qu'on a vue en début d'émission. Vous voyez le contraste? Là, il est véritablement... là, il est vraiment dans la démonstration, je dirais, institutionnelle, mais sans prendre absolument aucun risque. Voilà. Et puis, alors, la deuxième chose qui me frappe, moi, c'est qu'il est dans la justification de la guerre juste, en fait, c'est-à-dire de la guerre défensive. On combat pour la vérité, on combat pour la justice. Donc c'est une guerre juste. Il a besoin de dire à son peuple que ces guerres... Mais tout ça, certainement, mais le résultat de tout ça, évidemment par de mauvais moyens, c'est que pour l'instant, en termes de nombre,
Il a des hommes, il a de quoi, la chair à canon, il l'a. Mais en même temps, là, il ne parle que du nucléaire, vous avez vu, c'est de la rhétorique nucléaire pour bien montrer qu'il reste une puissance nucléaire. Mais pour le reste, la situation russe n'est pas si brillante que ça en matière industrielle. On pourrait en reparler. Mais économie fragilisée, tout ça, on est bien d'accord. Matériel ancien qui est remis en service et ce qui lui permet à peine de compenser ses pertes. Il n'est pas du tout dans une situation brillante, même sur le plan industriel, parce que comme toutes les armées du monde, au départ, il parle de très bas en production industrielle. Même quand il dit je monte de 30%, si c'est 30% à partir de 12 chars, ça fait pas beaucoup, vous voyez. Donc c'est pas. Moi je ne trouve pas si assis que ça en fait Vladimir Poutine dans son affaire. Hein. Non, Vladimir Poutine, c'est un animal. C'est Zelensky qui avait dit ça. Je pense que c'est très juste, qui est assoiffé de sang. Et en ce moment, il a du sang. Et c'est quelqu'un qui n'arrive jamais à satiété. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a goûté le sang, il va en chercher plus. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas d'apaisement. Et donc, moi, je vois un Vladimir Poutine qui est dans un moment d'ivresse. Parce qu'il y a de la croissance dans son pays, parce qu'il peut accrocher Bakhmout et Avdivka sur sa veste, pense-t-il. Mais moi, je pense que le flacon, en fait, est Potemkin. Que la gueule de bois derrière cette ivresse va être dure. 40% du budget de l'État est consacré à un effort de guerre qui n'est pas une guerre de nécessité. C'était le temps de l'Union soviétique. Le déclin de l'Union soviétique a été causé en grande part par ça. Ouais. Exactement. Et donc, pour en revenir à la thématique des sanctions de tout à l'heure, comme le disait à juste titre le général Richoux, je pense qu'en fait, il est en train de se saouler à une espèce de poison lent, mais qui reste un poison. C'est-à-dire, quand on voit, et en plus tout cela dans une espèce d'iconographie, chaman, ce chanteur qui vient hurler là sur scène, qui est habillé comme une espèce de gestapiste, c'est hyper troublant. Et franchement, peut-être que je me trompe, l'avenir nous regarde et nous le dira, mais je ne vois pas cela comme étant quelque chose de durable et de solide. Moi, je pense que les sanctions économiques vont quand même avoir un effet très important. Systèmes internationaux sur les équipements de technologie, de haute technologie, pour les équipements d'armement. On est dans un château de cartes en réalité. Et je pense que ça ne prendra pas 5 à 10 ans. Je pense qu'une fois que la Russie sera sortie de l'économie de guerre, c'est une économie qui risque de s'écrouler rapidement. Premièrement. Deuxièmement, attention, nous avons une élection présidentielle. Tout le monde dit oui, il va être réélu. Mais je pense que pour lui, cette élection présidentielle sera le début d'un nouveau départ politique, si j'ose dire, et qu'il a bien l'intention de capitaliser dans sa victoire pour éventuellement aller encore plus loin dans sa guerre. Écoutez, ce Poutine en campagne, c'est le Poutine qui compte visiblement sur une partie de l'opinion. On a bien vu que c'est pas tous. Et les pro-Navalny, il y a une partie de l'opinion qui le conteste, mais il y a une part de l'opinion visiblement qui le suit, avec laquelle il est à l'aise. Je t'aime, Poutine. Merci beaucoup. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Passez une bonne soirée. Voilà, on peut toujours dire il y a une part de sélection, de casting, etc. Mais vous en témoignez souvent, Ludmila. Il ne faut pas se leurrer. Il y a une partie de l'opinion qui est avec lui. Oui, il a une partie de l'opinion parce qu'ils ont des arguments que c'est grâce à Poutine qui est tellement fort, il a su en fait recoudre un peu la Russie après la chute du URSS. Il a su peut-être redonner un certain type de gloire. Bon, cette gloire, quand vous regardez Boutcha, Irpin ou Borodyanka, c'est pas ce type de gloire. Je pense que nous, ici, on peut penser. Mais effectivement, il y a des gens qui sont... Maintenant, je pense que la vraie question pour des personnes qui soutiennent Poutine, c'est la peur de regarder en face de tous ces crimes-là que ce régime était en train de commettre et commet encore sur le territoire ukrainien, parce que c'est impossible d'admettre, même humainement, que ta nation, ton peuple, enfin ces gens-là, cette personne au Kremlin, il a pu faire ça. Et en fait, c'est pas que lui, mais c'est toi qui as perpétré ça à travers de ce gouvernement, ce chef d'État. Et je pense que c'est un véritable problème de nation russe, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de travailler sur le mémoire historique, sur les crimes staliniens, sur d'autres choses. Et maintenant, ils continue d'avancer dans cette ivresse, finalement, de la gloire, de la grandeur. Et Poutine, il est là pour amplifier cette ivresse. Et malheureusement, je ne vois pas non plus comment ça peut être durable. Et c'est une menace pour l'Occident, ça c'est sûr.
Si on regarde l'histoire, Sylvie Berman, il ne faut pas oublier, moi je me rappelle beaucoup de témoignages de nos parents ou de grands-parents, y compris on a pu le voir à la fin de l'Union soviétique, malgré tous les crimes de l'Union soviétique, il y a beaucoup de soviétiques qui étaient assez fiers de l'Union soviétique. Le Spoutnik, les réussites soviétiques, alors que c'était un pays pourri par bien des aspects. Non, non, il y avait une fierté nationale importante. Absolument, parce que c'était la superpuissance face aux États-Unis. Moi, j'ai entendu beaucoup de Russes qui avaient cette nostalgie de l'Union soviétique, qui se considéraient d'ailleurs comme des soviétiques. C'était un grand pays, il y avait non seulement la conquête spatiale, mais c'était un pays craint. Et en réalité, la Russie et Poutine préfèrent être craints qu'aimés. Et moi, je ne suis pas aussi sûre que ça, que tout cela va disparaître très vite, parce que c'est une économie de guerre, certes, mais les usines fonctionnent 24 heures sur 24, les salaires sont beaucoup plus élevés, et ils ont même réussi, pour la première fois, ce qu'ils n'ont pas fait en temps de paix, à faire progresser l'industrie manufacturière par rapport à la rente des hydrocarbures. Vous soulignez ce point important, n'est-ce pas, la volonté d'être craint, la fierté d'être craint. Absolument. C'est pour lui, ses prédécesseurs, mais lui encore plus que d'autres. C'est une vieille maxime romaine, hein, Oderin dum me tuent. Qu'importe qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent. Et donc, en fait, on en est là. Et je pense qu'il a rendu la fierté à son peuple. Quelque part, oui. Du peuple. Je pense effectivement, après l'humiliation de 91, il a sans doute rendu une partie de la fierté, mais à quel prix? Donc ils paieront le prix fort un jour. Mais je crois effectivement que ce pathos, il faut pas le négliger du tout. C'est-à-dire ce sentiment de grandeur dont ont besoin les Russes pour s'abreuver. Et les grands-parents de Cyril Amourski restent des pro-soviétiques. Ils nous le rappellent régulièrement. Ces parents qui sont restés là-bas en Russie restent tout à fait des grands fanats de l'époque soviétique. Oui, il y a le père léniniste, le grand-père léniniste d'Amourski, qui en parlera demain peut-être, puisqu'il sera en direct. Gallagher. Non, c'est évidemment troublant de devoir le constater, mais la dernière fois que j'ai regardé les chiffres de l'Institut Levada sur la popularité de Vladimir Poutine, il est toujours au-dessus de 82%, presque 85%, et que vous regardez sur les 2 dernières années, elle va croissante. Et il n'a plus de candidats, il n'y a plus de concurrence. J'avais été très... Oui, mais ça n'empêcherait pas des gens d'exprimer certaines approches. Ça aide beaucoup, ça c'est sûr, ça aide. C'est pas comme aux États-Unis avec Donald Trump, hein. C'est différent. Qui se compare à Navalny d'ailleurs. Oui. Mais non, juste une dernière chose, et moi j'en reviens souvent à cette lettre qui m'avait frappé d'un historien qui disait, et c'était l'intitulé de sa lettre, « Les Russes, en ce moment, vivent leur meilleure vie ». Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas grand-chose de spécial à perdre, et que quand il y a des décès qui tombent au front, ils reçoivent un petit pactole, et qu'en attendant, dans le pire des cas, il y a toujours les cornichons et les patates dans les bocaux dans le sous-sol. C'est ce que cet historien décrit. Donc, cette économie vivrière qui permet, encore une fois, de vivre, de survivre. Et en attendant, il y a des petits pactoles qui arrivent de temps en temps et qui viennent adoucir la vie. Donc, tout ça ne nuit pas, encore une fois, à la popularité de Vladimir Poutine. Marc Semo, sur notre plateau, il y a quelques jours, je crois que c'était hier même d'ailleurs, ou avant-hier, soulignait, c'est exactement ce que vous dites, il y a eu un sondage en Russie sur le désir d'être craint. Et cette idée que la Russie était forte quand elle était crainte. Sous Gorbatchev, elle était applaudie en Europe, mais méprisée. Alors que Staline a été un monstre, mais très craint en Europe. Oui, tout à fait. Et plutôt aimé de beaucoup de journaux européens, y compris de droite. Gorbatchev était détesté en Russie, justement, parce qu'il a affaibli la Russie. Et moi, je me souviens, il était encore vivant quand j'y étais, et quand je disais que je l'avais rencontré, certains m'ont dit on aurait dû le fusiller, lui et Yeltsin.